Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Et bien ce soir, nous accueillons dans l'entretien du jour sur Télésud un homme qui est assez engagé, un homme, un intellectuel brillantissime, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Le Souverain Noir, que vous observez ici même sur votre écran. C'est un intellectuel engagé, il s'appelle Kakou Ernest Igori. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'entretien du jour. On va parler de beaucoup de choses, y compris du Souverain Noir, votre dernier ouvrage. Alors dites-moi, tout d'abord, j'aimerais avoir votre regard, votre expérience. Qu'est-ce que vous tirez de l'expérience ivoirienne en ce moment? Est-ce que vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment, d'abord actuelle? Est-ce que vous la suivez? Oui, bien sûr. L'actualité de l'Afrique d'une façon générale, mais particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, mon pays, m'intéresse et je la suis. Et aujourd'hui, disons que pour ne pas rentrer dans les détails... Qu'est-ce que vous avez observé? Sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous avez affaire à une Côte d'Ivoire qui est plutôt dans une croissance qui est intéressante, dans une politique qui est intéressante, c'est-à-dire en voie de montrer peut-être l'exemple à d'autres pays africains, voisins, ou plutôt tout le contraire? Qu'est-ce que vous répondez? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a de graves problèmes de cohésion nationale qui persistent. J'ai eu l'occasion de le dire par le passé, notre pays traverse une crise due à un dévoiement de l'État, ce qui finalement joue sur la cohésion nationale. Et tant que l'État ne sera pas remis dans son rôle... Qu'est-ce que vous visez quand vous dites l'État clairement? Vous visez qui? Le président Ouattara? Ah non. Non? L'État, ça fait 15-20 ans maintenant que la Côte d'Ivoire est dans ce désordre-là. Il faut que l'État soit remis dans son rôle d'institution dédiée au service de l'intérêt général. Elle ne le joue pas aujourd'hui? Elle ne le joue pas, elle ne le remplit pas? Non, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique d'une façon générale. Et c'est d'ailleurs le sujet du roman, c'est le sujet du Souverain Noir. Absolument, on va en parler. Il faut arriver à mettre les États africains, à les remettre dans leur rôle d'institution dédiée au service de l'intérêt général. Les États ont été dévoyés, aujourd'hui ils sont inconsistants. Vous voyez tous ces États qui ne sont même pas capables, avec des armées dites républicaines, de faire face à des rébellions, de ceci, cela. Donc l'État est déliquescent. Et quand c'est comme ça, la société, qui a pour gestionnaire principal l'État, s'en trouve totalement désorganisée. Vous faites partie de ces intellectuels africains, en tout cas engagés. Hein, vous pouvez le dire, vous êtes intellectuel engagé, clairement engagé là-dessus. Un engagement politique, oui, absolument. Absolument. Ouais. Dites-moi, la CPI et Gbagbo, Laurent Gbagbo. Bon, ben c'est une procédure judiciaire qui est en cours. Bon, nous allons voir ce que ça va donner. Ouais. Voilà, est-ce que vous êtes comme certains à taper sur la CPI? Ah non, non. Seulement, je dirais que M. Laurent Gbagbo n'est pas le seul responsable du désordre que nous observons en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, vous faites partie de ces personnalités, de ces intellectuels qui militent pour justement que Gbagbo soit libre, soit en liberté? Disons que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous parlez de Gbagbo, mais il y a aussi ses adversaires politiques. Mais là, plus particulièrement Gbagbo, parce que c'est quand même celle qui nous retient l'attention. Est-ce que vous, parmi tous ces intellectuels africains engagés, est-ce que vous faites partie de cette branche qui consiste à dire, ou en tout cas à militer, pour que Gbagbo soit libre? Oui, je pense que si nous voulons agir dans le sens de la cohésion nationale, si nous voulons agir dans le sens de l'apaisement, il serait bien que M. Laurent Gbagbo, qui a été notre chef d'État, retrouve sa liberté de mouvement, surtout que d'autres qui ont fait autant, c'est peut-être même pire que lui, aujourd'hui roulent des mécaniques. Non, il faut aller dans le sens de l'apaisement, donc la libération de Gbagbo serait, de ce point de vue, quelque chose de positif. Voilà. Kakou Ernest Igori, dites-moi, alors vous avez votre dernier ouvrage, s'intitule Le Souverain Noir. Et bien justement, ça m'a interpellé, d'abord très intéressant comme ouvrage. Cela dit, j'ai quand même noté quelques points qui m'ont interpellé. D'abord, pourquoi le Souverain Noir? Est-ce que vous aviez besoin de rappeler à vos lecteurs quelque chose qui nous renvoie à cette souveraineté, justement au mot noir? Est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous? Oui, disons que ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il faut voir que les États de l'Afrique noire, d'une façon générale, évoluent dans un vrai désordre. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Et en tant que noir, moi-même, bien sûr, cela m'interpelle. Donc, c'est une fiction qui est montée pour, disons, attirer l'attention
éveiller les consciences sur les questions de gouvernance en vue de produire le bien-être. Pourquoi pas même le bonheur pour les populations. Ouais, une fiction en même temps qui nous renvoie à la réalité. C'est-à-dire dans tout ce que vous dites, c'est quand même évidemment écrit, c'est un roman avant tout. Hein. Mais dès la première page, d'accord, première partie, vous dites Careb et la cité, Amabé et Careb et la cité. Lundi 9 janvier 2012, vous plantez le décor. D'accord, Ernest? La nouvelle passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision du monde. Les 2 filles du président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, ont été enlevées à Washington. Pourquoi, d'entrée de jeu, vous parlez d'abord des filles de Barack Obama? Bon, en fait, c'est pour vous expliquer un peu l'histoire du roman. C'est ça qui m'intéresse. C'est 2 idées qui se sont rencontrées. D'abord, depuis un certain temps, préoccupé par les questions de la gouvernance en Afrique, je voulais faire ressortir cette nécessité d'une conscience noire. Conscience noire, on en a besoin. Vous pensez qu'elle n'existe pas suffisamment aujourd'hui? Elle n'existe pas suffisamment. Les Afro-Américains, par exemple, ils ont cette conscience noire. Oui, il y a eu du temps, du panafricanisme, cette idée de conscience noire, mais je pense que les résultats ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des espérances que tous ces mouvements-là ont pu susciter. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'il y ait une certaine conscience noire. Ça ne gêne personne. En Occident, par exemple, est-ce que vous regrettez qu'il n'y a pas encore suffisamment cette conscience noire? Est-ce qu'elle existe d'abord, cette conscience en France noire? J'ai l'impression qu'on a peur. J'ai l'impression qu'on a peur. C'est un mot tabou encore, là, cette conscience noire. On a ce sentiment. Il y a des frémissements, il y a des mouvements, mais tout dépend de l'analyse qu'on fait de notre situation et de notre histoire. Et c'est de ce point de vue que je considère que l'élite politico-médiatique, intellectuelle du monde noir, souvent est totalement à côté du vrai sujet. Voilà, on ramène tout à la responsabilité des autres. Voilà. Aujourd'hui, quand vous entendez les intellectuels africains s'exprimer, c'est l'Occident qui est responsable de tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que l'homme noir n'assume pas? Mais on n'assume pas. On n'assume pas, nous n'assumons pas notre histoire, nous n'assumons pas nos responsabilités par rapport au destin des populations. Mais peut-être que ça s'explique aussi par ailleurs. Mais il faut bien à un moment donné, on peut toujours trouver toutes les explications qu'on veut, mais quel est le vrai problème? Le problème, c'est le bien-être des populations. C'est redresser les pays, bâtir la prospérité, pour qu'on n'ait pas tous ces jeunes qui prennent des risques à traverser la Méditerranée. On a les morts, l'actualité en parle à tout moment. Pendant combien de temps nous allons accepter cette situation? Pendant combien de temps? Et j'ai vu d'ailleurs que ces jeunes-là qui étaient à Lampedusa ont hué Manuel Barroso. Mais ce n'est pas Manuel Barroso qui est responsable de la situation. Qui? Nous avons des États africains qui sont responsables de leur population. Et on ne peut pas, comme ça, rejeter à tout moment la responsabilité sur les autres. J'aurais préféré qu'ils euent leur président, leur chef d'État dans leur pays, avant de venir huer Manuel Barroso. Manuel Barroso n'est pas responsable de la situation. Il faut que l'Afrique assume ses responsabilités par rapport à son destin. Justement, parlons-en, parce que j'ai quand même remarqué que Barack Obama, dans votre ouvrage, il joue un rôle quand même crucial, important. Oui. Il revient régulièrement dans les chapitres. Absolument. Mais je repose ma question. Pour quelle raison vous avez voulu nous attirer notre attention, justement pour le coup, dans cette alerte enlèvement, les filles Obama? Oui. Non, bon, ça maintenant c'est une fiction, c'est une histoire qui me permet de dire un certain nombre de choses. Quand vous avez parcouru le roman, vous avez pu voir toutes les opinions, toutes les idées qui ont été développées dans le roman. Absolument. Mais bon, l'histoire de l'enlèvement des filles de Barack Obama, qui oblige Barack Obama à venir en Afrique, tout ça, lors de la grotte qui est déplacée aux États-Unis, c'est une fiction qui est mise en place pour me permettre de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et là alors, entrée en scène du souverain noir. Oui. Attention. À la sortie de la grotte, Obama, avec sa double casquette de président des États-Unis d'Amérique et de souverain noir, pose ses premiers actes. Vous dites, il reçoit en compagnie de Magbé, des sages originaires du Darfour, le président et le gouvernement sud-soudanais. Vous parlez du Tchad, vous parlez du Soudan, vous parlez de toute l'Afrique, mais j'ai remarqué le Tchad aussi joue un rôle. Disons que le Tchad a été choisi sur un critère. Voilà, c'était ma question. Pour quelle raison ce choix du Tchad? Absolument, merci bien, parce que c'est très important. Le Tchad a été choisi sur un critère strictement géographique. En fait, quand vous prenez la carte de l'Afrique,
le Tchad, le lac Tchad est au centre. Et quand Amabé Kareb cherche un refuge pour créer son mouvement, pour développer cette conscience, ben, il choisit un territoire qui est au centre en fait du monde noir. Et vous voyez d'ailleurs que le Tchad est voisin de la République centrafricaine, qu'on appelle République centrafricaine. Donc je voulais que, que ça se joue au centre de l'Afrique pour que ça concerne en fait tous les peuples africains. Donc le choix du Tchad, c'est strictement sur un critère géographique. Maintenant, dans l'écriture du roman, moi-même, je me rends compte que le Tchad est très important. Oui. Voyez-vous qu'aujourd'hui... Dans les négociations, par exemple, ils ont joué un rôle il y a, très important. Pendant l'époque coloniale, le Tchad est le pays qui va avoir l'honneur de recevoir le seul gouverneur qui était noir, Félix Ebou à l'époque. Le Tchad est le premier territoire qui va rejoindre le général de Gaulle après l'appel du 18 juin. Le Tchad, ces dernières années, on a découvert que c'est au Tchad qu'il y a les ossements les plus vieux qu'on a découvert au niveau des hommes. Tu vois, Toumaï qui a quoi, 5 ou 6 millions d'années. L'arche de Zoé, c'était au Tchad. Donc bref, ce choix qui était fait strictement sur un critère géographique, à l'écriture du roman, s'est avéré finalement très riche. Voilà, et vous l'amenez assez bien. Mais par contre, il y a un passage qui m'a un peu échappé. C'est la 8e partie. Parce que c'est un sacré pavé, il faut dire à nos téléspectatrices et spectateurs. Il est quand même... Pour rentrer dans le roman, il faut un peu de temps quand même, hein, pour savoir où vous voulez nous emmener précisément. Je tiens quand même à le dire. J'espère que non. Bon, en tout cas, tant mieux, puisque après, c'est assez fluide. Vous dites, nous ne comprenons rien, n'est désespéré. Dans ce chapitre-là, je vois très bien où vous voulez emmener l'ensemble des Africains, etc., dans leur responsabilité, dans le destin. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer là, dans l'entretien du jour, qu'est-ce que vous voulez dire précisément dans cette 8e partie, si nous comprenons, rien n'est désespéré? Ah oui, disons que moi je ne suis pas un pessimiste par rapport à l'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui les questions de gouvernance, les questions de développement, les questions de réflexion sur la gestion d'une société sont des vieilles questions sur lesquelles l'humanité travaille depuis longtemps. Je ne vous citerai que les Platon et autres, 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc, nous n'avons rien à inventer. Nous n'avons rien à inventer. Les règles sont là, il faut les observer. L'État, par exemple, qui existe depuis le 15e, 16e siècle, comme je dis, est une institution qui est dédiée au service de l'intérêt général, avec des règles de fonctionnement. Mais si nous héritons d'État de la colonisation dans les années 60, voilà, nos pays deviennent des États et que nous voulons dévoyer l'État, nous voulons l'utiliser d'une façon qui n'est pas sans les règles, mais on ne s'en sortira pas. C'est l'ouvrage, pardonnez-moi, mais on est arrivé au terme de cet entretien du jour. Mais oui, déjà, vous savez, c'est très rapide. Allez, enregistrez-le. Ça s'appelle Le Souverain Noir. C'est Kakou Ernest Tigori, qui est un intellectuel brillantissime engagé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite tous celles et ceux qui nous regardent ce soir à aller se procurer cet ouvrage. On se retrouve demain avec un autre invité, un autre entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.